Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 13 avril et à la une de cette édition. En l'espace d'une semaine, le lycée Gustave Eiffel de Kahani aura connu 2 nouvelles journées de violence. Face à cette situation et après de nouveaux affrontements hier au sein même de l'établissement, le lycée connaît une fermeture administrative. Dans ce contexte, le recteur a tenu à rencontrer personnel et parents d'élèves afin de trouver une solution de sortie de crise. Un sujet signé Jaïdi Maoulida. Depuis une semaine, pas de répit pour le lycée Gustave Eiffel de Kahani. Hier encore, des affrontements ont eu lieu au sein même de l'établissement, causant la fermeture de ce dernier en ce jour. Pour les parents d'élèves, c'en est trop, et en ligne de mire, le hub de Kahani qui sert à transférer les élèves entre les différents établissements de l'île. Alors nous, en fait, ce qu'on attend du recteur, depuis 2018, on demande à ce que le hub-là soit déplacé. Parce que c'est sur ce hub-là que tout se prépare, c'est sur ce hub-là que tous nos enfants se font tabasser. Les gamins de Barakani, qui les amènent au lycée du Nord, qui les amènent jusqu'au lycée du Nord sans s'arrêter quelque part. Qu'on ne fasse pas de correspondance, qu'il n'y ait pas de correspondance en fait. Du côté du personnel de l'établissement, la menace d'un droit de retrait plane toujours. Et après les événements récents, à l'image du meurtre de Mickey qui aura ému toute l'île, Robert Fuentes demande à l'ensemble du personnel de l'éducation nationale de l'île d'être solidaire. Ce qu'on doit tous comprendre, c'est qu'effectivement, les problèmes de violence que nous connaissons fortement à Kahani concernent effectivement tous les établissements de l'île. C'est-à-dire que tous les enseignants, tout le personnel d'éducation nationale de l'île doit se sentir concerné et doit être totalement solidaire avec les actions effectivement que nous menons à Kahani. Le recteur de Mayotte, Gilles Albou, s'est rendu dans l'établissement aujourd'hui afin d'échanger à huis clos avec les membres du comité d'administration et les parents d'élèves. L'avenir nous dira si ces derniers auront reçu une réponse assez satisfaisante afin de sortir de l'atmosphère invivable autour du lycée. Et Kahani n'est pas le seul village touché par la violence. Au sein du chef-lieu, la problématique est également réelle. La mairie Mamoudzou a donc décidé de lancer son conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Un dispositif de concertation créé en 2012 et qui a été réactivé cet après-midi par la municipalité. Objectif, favoriser les échanges entre les acteurs étatiques et la société civile sur tous les sujets liés à l'insécurité. Ivan Rakotobao. 6 mois après les assises de la sécurité et de la citoyenneté, la mairie de Mamoudzou poursuit ses travaux pour lutter contre l'insécurité avec une nouvelle étape aujourd'hui, le lancement du Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance, ou autrement appelé le CLSPD. Le CLSPD est un dispositif qui favorise la concertation entre les différents partenaires qui œuvrent pour préserver la sécurité. Et ce dispositif permet aussi de conjuguer les efforts des partenaires pour arriver à un résultat beaucoup plus concret. Des résultats plus concrets grâce à ce conseil, présidé par le maire de Mamoudzou, qui devra faciliter les échanges entre les différents acteurs étatiques et de la société civile. Vu aussi les résultats des assises, on s'est rendu compte que ce dispositif est primordial aujourd'hui. Les Mahorais sont fatigués d'entendre les élus, les responsables dire « je condamne ». Je pense qu'on doit dépasser cette étape-là et aller vers des résultats concrets, aller vers, je ne vais pas dire sanctions, mais aller vers la médiation avec ces familles pour arriver à avoir des réponses claires et palpables. Le CLSPD n'est pas un dispositif nouveau à Mamoudzou. Il a été créé en 2012 avant d'être mis en sommeil. Désormais réactivé, ce conseil se veut un espace d'échange et de débat. Il sera notamment composé de 3 commissions chargées de discuter autour de thématiques telles que la sécurité, l'insertion et la parentalité. Un collectif de demandeurs d'asile a manifesté aujourd'hui devant le tribunal administratif de Mamoudzou. Ils s'insurgent contre des délais d'instruction de leurs demandes trop longs par la Cour nationale du droit d'asile. Un délai qui peut atteindre 2 ans pour certains. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux au micro d'Ivan Rakotobao. On est le groupe local
demandeurs d'asile arabes à Mayotte. Notre demande, c'est de demander la CNDA pour nous donner les convocations. Il y a le gens qui elles ont déjà demandé pour les recours à la CNDA, ça fait longtemps. Il y a les gens qui demandaient à la CNDA, ça fait 3 ans, ça fait 2 ans, ça fait 1 an et demi, mais on n'a pas encore reçu la convocation. C'est grave, c'est vraiment grave. Notre situation à Mayotte, on n'a pas le droit pour travailler, on n'a pas le droit pour vivre à Mayotte. En fait, on a demandé à la police, la préfecture, pour nous donner l'autorisation pour rester ici, pour dormir, mais la police, elles ont dit, vous n'avez pas le droit pour installer le NAT, pour installer le tapis, mais on va venir ici tous les jours pour manifester depuis 9h jusqu'à 17h, 18h. Et la grève illimitée lancée au sein de l'ARS se poursuit. Ce matin, nous recevions la directrice de l'agence qui a souhaité répondre aux attaques dont elle est la cible. Alors que depuis sa création en janvier 2020, l'ARS de plein exercice se bat contre la pandémie. Dominique Voynet regrette les reproches qui lui sont faits sur la construction de l'institution. Selon elle, les choses avancent, mais il n'est pas possible de combler en un an les retards pris lors des 20 dernières années. Au montage, Leslie Vimelet. En proie à une grève et au cœur de la colère, la directrice de l'ARS souhaite mettre les points sur les i. Si elle respecte le droit de grève, elle qui a longtemps été syndicaliste, elle dénonce l'attitude des grévistes qui auraient bloqué les issues de secours et forcé les agents à passer sous des tables pour quitter leur lieu de travail. Elle déplore également la musique amplifiée qui empêche les agents non grévistes de travailler, alors que depuis 1 an, les équipes se battent contre la pandémie et pour faire avancer les dossiers. Moi, je sors à peine la tête de l'eau du Covid. Je me dis chic, on va pouvoir reprendre le travail sur les investissements à l'hôpital, sur l'ouverture du SSR de Petite Terre, sur le renforcement de l'offre de soins de première intention, sur la vaccination. Je rappelle que c'est quand même le seul moyen qu'on a pour éviter de revivre une 4e vague de Covid à Mayotte. Et il se passe quoi? Et j'ai des agents qui, depuis 1 mois, me font une guerre de chaque instant dans les médias, en colportant des rumeurs et des mensonges, et à l'intérieur, en exerçant des pressions inconsidérées sur ceux qui ne souhaitent pas s'associer à cette grève. Je rappelle qu'il y a 3 syndicats sur 4 qui ne sont pas dans la grève. Les gens sont à leur poste, font leur boulot, me rapportent les pressions, les menaces, les colibets dont ils sont l'objet. Et j'ai envie de vous dire, moi je suis pour le dialogue, mais dans le respect des règles. Dominique Voynet concède certains retards à l'allumage, tels que celui lié au projet de formation. Néanmoins, depuis janvier 2020, beaucoup de choses ont été faites pour augmenter l'offre de santé à Mayotte. L'ARS est là 1 an. On me reproche qu'il n'y a pas assez de dentistes et d'ophtalmologistes à Mayotte. Il faut 6 ans pour former des dentistes, 11 ans pour former des ophtalmos. On va aller les chercher en métropole, puis les attacher par le cou pour les amener à Mayotte. On va former à vitesse accélérée des dentistes et des ophtalmos et avoir des personnes moins formées qu'ailleurs. Ça n'est évidemment pas imaginable. On me reproche des Evassan. Vous vous rendez compte ? Évidemment, je suis venu ici pour construire un 2e hôpital. Et j'ai l'intention de le faire si la crise et les crises qui succèdent m'en laissent le temps. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse les patients à la porte de l'hôpital. On a augmenté de façon considérable les capacités d'accueil à l'hôpital pendant la crise. Mais quand on a constaté qu'on n'avait pas assez de place en réanimation pour accueillir tout le monde dans des bonnes conditions de sécurité, naturellement, on a évassané. Ça s'est fait aussi en métropole. Et heureusement qu'on avait l'avion et heureusement qu'on avait l'hélicoptère pour le faire. Si certains dossiers internes ont souffert de la crise, c'est sans doute aussi le cas de la communication interne. Selon Dominique Voynet, les agents ne savent peut-être pas que l'ARS a pu faire un plan régional santé-environnement, un plan territorial de santé mentale ou encore obtenir des crédits nouveaux pour redresser certains services comme la psychiatrie. L'ancienne ministre rejette par ailleurs en bloc les accusations selon lesquelles les Mahorais ne sont pas considérés au sein de l'agence. J'ai un DGA qui est mahorais. J'ai au moins 5 ou 6 chefs de service qui sont mahorais. Certains sont absolument extraordinaires. On n'en parle jamais parce que ça n'intéresse pas les cadors du syndicat gréviste. Mais il faut quand même savoir que, je prends l'exemple du service médico-social. On manque terriblement de place pour les enfants et adultes handicapés à Mayotte. Ben, tranquillement,
sérieusement, professionnellement, ce petit service est en train de nous sortir pratiquement 500 places pour les personnes handicapées supplémentaires en une année à peine. C'est un travail absolument considérable. Le service communication de l'ARS qui a relevé le défi de la dengue, du Covid, de toutes les campagnes d'information qu'on fait régulièrement, de la bronchiolite à la santé sexuelle et reproductive, en passant par l'alimentation. C'est ce petit service qui a produit les documents qui vont circuler partout pour donner les bons gestes pour un ramadan tranquille, en sécurité. Eh bien, ce petit service, il est dirigé par une Mahoraise. Et alors, le service de prévention. Très affecté par cette crise interne, Dominique Voynet espère trouver rapidement une issue de manière à pouvoir se pencher sur des sujets fondamentaux. Néanmoins, pour l'heure, la CFDT ne semble pas décidée à stopper le bras de fer. Et tout autre sujet maintenant, ce matin, le conseil départemental a présenté l'avancement de ses travaux pour développer une économie tournée vers la mer. Cette économie bleue, encore balbutiante aujourd'hui, pourrait être bâtie sur 4 grands piliers: la protection de l'environnement, la pêche, le tourisme et les activités portuaires. Le point dans ce sujet signé Ivan Rakotovao. Cela faisait plusieurs mois que le conseil départemental travaillait dessus. Une stratégie de développement d'une économie reposant sur les ressources marines. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mayotte, l'objet de ce document, effectivement, c'est de définir l'ensemble des actions qui doivent être mises en place dans les années à venir pour permettre au territoire de Mayotte de tirer le meilleur de son environnement maritime. Des actions qui devront être menées dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, du tourisme aussi bien intérieur qu'extérieur, des activités portuaires en faisant du port de Longoni un hub régional, sans oublier la protection de l'environnement avec le développement des énergies renouvelables. Son objectif premier, c'est d'accroître les ressources du territoire. Il faut que notre territoire s'appuie sur les ressources marines pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi, pour donner à manger à la population. Donc l'ensemble des actions que vous avez vues pour faciliter la circulation, pour développer en développant le port, en développant les échanges maritimes avec la région, avec intra-territoire. Donc c'est des ensembles d'actions effectivement que nous devons mettre en place, qui participent activement au développement de Mayotte. La stratégie élaborée par un comité de pilotage devrait être soumise au vote du conseil départemental. Si elle est adoptée, elle sera mise en place sur 20 ans. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment l'ouverture de la vaccination à toutes les personnes majeures sur l'île ou encore l'élection de Mohamed Bakar comme président DLR. Au montage, Leslie Vimenet. L'Agence régionale de santé de Mayotte ouvre la vaccination contre le Covid à toutes les personnes mahoraises de plus de 18 ans. L'ARS rappelle que se faire vacciner est le moyen le plus sûr de se protéger de la Covid-19. À Mayotte, 5 centres de vaccination sont ouverts sans rendez-vous du mardi au samedi. Dès cette semaine, la vaccination sera étendue à tous les adultes n'ayant pas eu la Covid au cours des 6 mois précédents. Le vaccin administré est le Pfizer en 2 injections. Le second rendez-vous est pris 28 jours environ après la première injection. Néanmoins, être vacciné n'empêche pas de continuer à respecter les gestes barrières le temps que la solution administrée soit pleinement efficace. À noter que les institutions européennes travaillent à la mise en place avant l'été d'un certificat numérique facilitant les déplacements des personnes vaccinées, preuve supplémentaire que la vaccination risque de devenir un préalable pour retrouver une vie normale. Le parti Les Républicains organisait hier un scrutin national interne pour le renouvellement des membres du bureau des fédérations départementales. Pour la fédération de Mayotte, Mansour Kamardine laisse la présidence au maire de Tingoni, Mohamed Bakar. Les délégués au conseil national sont Rafidou Abidi Madi, Dominique Raelisson et Patrick Hamada. Et Chati Moussa Mouravili devient délégué de la première circonscription. C'est Ankilati Chanfi qui occupera ce poste pour la seconde circonscription de l'île. À quelques semaines des élections cantonales, le parti se veut en ordre de marche afin de glaner le maximum de sièges possibles. Par ailleurs, le passage de pouvoir de Mansour Kamardine confirme un peu plus la thèse selon laquelle le député sera candidat dans le canton de Sada avec comme objectif de devenir président du conseil départemental. Mais pour cela, il devra l'emporter dans son canton et espérer que les Républicains deviendront majoritaires à l'issue du scrutin. Lancé en 2018, le dispositif Cadre d'avenir pour Mayotte vise à promouvoir la formation de cadres locaux pour soutenir le développement de l'île.
Des étudiants et des professionnels à fort potentiel sont sélectionnés pour effectuer une formation universitaire dans l'Hexagone ou à La Réunion, dans un secteur jugé prioritaire, pour une durée maximale de 5 ans et avec une obligation de revenir exercer à Mayotte. Peuvent postuler les bacheliers ayant obtenu une mention très bien, les étudiants de L3 du CUFR ayant obtenu une admission en master, les étudiants de L2 du CUFR ayant un projet professionnel réel et sérieux, les étudiants déjà en mobilité et les professionnels du secteur public, privé ou associatif souhaitant reprendre des études. Les personnes sélectionnées pourront bénéficier d'aides financières ne pouvant dépasser la somme de 808 € mensuels pour les étudiants et 1433 € pour les professionnels. Cette année, la date limite de renvoi des candidatures est fixée au lundi 10 mai à midi. Les résultats seront publiés à compter du mercredi 30 juin 2021. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.